En mai 1989, les fans de métal extrême du monde entier et les aficionados du tape trending ont les yeux rivés sur les bacs de sortie de leur disquaire. Ils attendent avec impatience la sortie du premier album d'un groupe de métal extrême qui cristallise toutes leurs espérances. Ils ont écouté, saigné et dupliqué leurs démos, ils ont lu leurs interviews dans les fanzines, et ils sont d'autant plus excités qu'ils savent que le groupe arrive avec un nouveau line-up. Un nouveau batteur rapide comme l'éclair arrivé du Salvador, et qui a fait ses armes dans un groupe de grindcore américain appelé Terrorizer, et un nouveau frontman, qui a de l'expérience, et qui cumule les postes de bassiste et du chanteur, muni d'une voix absolument incroyable. Ce groupe de métal extrême, qui joue un métal quasiment jamais entendu jusqu'alors, s'apprête à sortir, sans le savoir, une des œuvres angulaires du death metal et du métal extrême, Altar of Madness. Cette œuvre rayonnera pendant des années et influencera une myriade de groupes de death, de black, de grind, de métal généraliste, voire de groupes de néo-métal. L'histoire était en marche. Au début des années 90, quand on lisait des interviews de musiciens de death metal, on savait pas trop si on avait affaire à un sataniste fou furieux, un potentiel tueur en série ou à un musicien simplement amateur d'extrémisme musical. Dans le cas de Morbid Angel, Trias Actot, c'était l'homme de l'ombre, et David Vincent, celui qui était en pleine lumière, celui qui était le plus souvent le porte-parole du groupe. Les journalistes le décrivaient, alors David Vincent, c'est un mec de grand, d'imposant, avec quand même un faciès assez intimidant, bien qu'il soit plutôt bel homme, et un côté posé, calme, réfléchi. Alors c'est quelqu'un qui utilisait, et qui utilise encore volontiers dans les réponses de ses interviews, des images, des métaphores, et dès lors qu'on commençait à lui poser des questions qui le dérangeaient un petit peu, il se réfugiait dans une rhétorique bien étudiée, un système de dénégation assez impénétrable, où dès lors il était vraiment difficile de déterminer le vrai du faux. Morbid Angel, moi c'est un de mes groupes, c'est mon groupe de death metal préféré, ça doit faire partie de mes 5 groupes de metal préférés. Je trouve qu'ils ont une carrière absolument incroyable, une créativité absolument exceptionnelle. C'est un groupe que j'écoute encore beaucoup à l'heure actuelle, alors que j'ai commencé à les écouter au milieu des années 90. J'étais assez fasciné par la figure de David Vincent. Comme je lisais les interviews à l'époque dans les magazines, on se permettra quelques allers-retours entre l'autobiographie et les polémiques qui entouraient la personne de David Vincent à l'époque, parce que vous verrez, il y en a quand même plusieurs. Et donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, je présente donc l'autobiographie de David Vincent, sorti donc aux éditions des Flammes Noires il y a quelques semaines, I Am Morbid. Donc David Vincent, qui nous livre ici donc une autobiographie assez singulière, à l'image de son personnage, parce que comme je le disais, il était singulier à la fois dans sa manière de s'exprimer dans les interviews, il était aussi dans son comportement, il est toujours un petit peu, on va développer tout ça en long, en large et en travers, il y a énormément de choses à dire, ça sera certainement un petit peu plus long que d'habitude, parce que comme je vous dis, je suis ultra fan de Morbid Angel, donc je suis très motivé à l'idée de se faire cette vidéo, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Ritz Zemmoll. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. I Am Morbid, donc l'autobiographie de David Vincent, qu'il a écrit en collaboration avec le taulier Joel McKeever, 10 leçons tirées du métal extrême, de la cambrousse sauvage et du pouvoir de l'autodétermination. Alors il explique en 4e de couverture qu'il ne souhaitait pas que cette autobiographie ressemble à toutes les autres, avec le schéma classique, rencontre du succès, déchéance, rédemption, etc. Donc lui, du coup, il chapitre en 10 chapitres différents, avec à chaque chapitre donc une pensée philosophique qui correspond un petit peu à son monde de réflexion, à son monde de pensée, à presque son développement personnel. Développement personnel, sauce Morbid Angel, allez pas croire qu'on va tomber dans un truc bienveillant et tout ça.
Donc il y a des lyrics des chansons de Morbid Angel, alors qui font résonance, lui il explique que ça faisait résonance à mon état d'esprit du moment, à ce que je lisais, etc. etc. Donc véritablement, il construit chaque chapitre autour d'une idée. Et le fil conducteur de ce bouquin, ça reste évidemment sa vie d'homme et sa vie de musicien, où là, ça a une narration tout à fait classique de son enfance, jusqu'au moment où il commence où il arrête d'écrire le livre. Donc je vous le disais, alors c'est un bouquin que j'ai adoré. Vraiment, c'est un bouquin, il est génial, c'est excellent. On a vraiment l'impression de rentrer dans la tête de David Vincent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à bien des moments, on se dit qu'on n'aimerait pas être à sa place. Et on voit en fait la singularité, on voit la spécificité, et j'ai envie de dire à la limite on voit le malaise dès qu'il commence à décrire son enfance. Alors le petit David Vincent, c'est quelqu'un... à l'école, c'est compliqué. Non pas parce qu'il n'arrive pas, en fait, parce qu'il est intelligent, dans certaines matières, il a des bonnes notes, il arrive à suivre, mais il y a des choses qui ne l'intéressent pas, et quand ça ne l'intéresse pas, il n'a pas envie de suivre, et il vient tester le cadre. Donc, l'école, pour lui, c'est une espèce d'institution qui lui pose des règles qu'il ne comprend pas et qu'il n'a pas forcément envie de respecter. À la maison, il est, donc du coup... il n'est pas vraiment dans un profil vraiment de délinquant assez sauvage, assez agressif, ou de prise de drogue ou de choses comme ça, mais c'est un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, et il est très vite repéré, très vite stigmatisé, en gros comme un emmerdeur, et donc il est mis un petit peu au banc des salles de cours, et il est un petit peu marginalisé, et lui il se complaît un petit peu dans ce côté un petit peu à la marge, un petit peu marginal. À la maison, c'est guère mieux. Il a un père qui est assez autoritaire, qui est quelqu'un de... Donc ils vivent dans un milieu plutôt rural, donc dans ce qu'il appelle lui la cambrousse, donc c'est quelqu'un de pragmatique, qui a un lien avec son fils, qui l'amène par exemple chasser, qui l'amène pêcher, qui l'amène dans la nature, donc il fait du scoutisme. Alors il y a dès le début... Il y a ce lien à la nature qui est important, et une forme de... par exemple, David Vincent, il dit que la chasse, il adore chasser, mais qu'il ne conçoit la chasse que s'il mange la viande. Il ne conçoit la pêche que s'il mange le poisson. La pêche sportive ou la chasse pour le plaisir de tuer, pour lui, c'est quelque chose d'absolument inconcevable. Et il dit que les gens, par exemple, qui vont chasser, les Américains qui vont en Afrique pour chasser des grands animaux sauvages, pour lui, c'est complètement inconcevable. Donc, il y a cette idée assez vite dans le scoutisme, donc comment se débrouiller dans la nature, comment faire des pièges, etc., etc. Donc il y a une ébauche de trip un petit peu survivaliste, et avec son père, ils sont dans cette espèce de tradition un petit peu américaine, donc la liberté avant tout, moins le gouvernement s'occupe de nos affaires, et mieux on se trouve, donc c'est quelqu'un aussi qui aime les armes, qui est vraiment dans cette dimension de liberté, j'ai des armes parce que j'ai le droit d'en avoir, et tout ça un petit peu, ça crée un cocktail un petit peu particulier qui fait qu'il est un petit peu en marge, et avec son père, à des moments, il y a un petit peu des frictions, notamment quand il découvre le métal, qu'il découvre un certain... Alors, il fume, il est un peu branché par la fumette, il lui arrive de picoler aussi, ça sera jamais quelqu'un, il se décrit pas du tout comme dépendant, mais il commence à avoir un petit peu un mode de vie marginal, et son père, à un moment, lui dit, quand David Vincent lui dit mais moi je me sens pas bien au lycée, je vais arrêter parce que ça me mène à rien et puis ça me convient pas. L'autre lui dit mais tant que tu seras sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Et David Vincent dit à son père mais tu as tout à fait raison, donc je vais partir. Et il se barre, donc il commence à faire des petits boulots et puis il s'en sort plus ou moins tout seul comme ça en quittant le domicile familial. Alors il découvre la musique assez tôt, c'est quelqu'un d'ailleurs qui parle très bien de ses influences, du moment où il rencontre les prémices un petit peu du métal extrême quand il écoute, quand il découvre Possessed par exemple, ou quand il découvre les premiers enregistrements de Chuck Schuldiner, et donc tout ça, il fait ses armes dans des groupes, mais ça gaze pas vraiment. Il trouve pas en fait véritablement ce qu'il lui faut. C'est quelqu'un quand même qui a une certaine ambition artistique, qui est quand même solide au niveau de son jeu de basse, qui a une voix
qui est grave, c'est quelqu'un qui est imposant, c'est vraiment un frontman, et il cherche des musiciens qui pourraient correspondre véritablement à ses ambitions artistiques. Et il les trouve avec Morbid Angel, avec le tout jeune Morbid Angel. Alors au départ, il joue pas vraiment avec eux, ça mettra un moment avant qu'il rejoigne le groupe, et quand lui il rejoint le groupe, donc avec au début donc Pete Sandoval qui arrive, ça c'est assez savoureux. On reparlera dans une autre vidéo, je vous prépare une petite vidéo, je vous garde la surprise, où on reparlera de Morbid Angel sous une autre forme, mais ça décrit les débuts de Pete Sandoval qui arrive dans Morbid Angel, et donc il était avec Terrorizer. Alors il y a cette... ils disent, mais il arrive dans Morbid Angel, il y a une batterie avec une double pédale, et Pete Sandoval il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, bah c'est une double pédale, toi jouais bien dans Terrorizer. Il dit, non, j'ai jamais joué de double pédale dans Terrorizer, je jouais en fait avec un seul pied, mais je jouais très vite. Donc les autres ils hallucinent, ils disent, wow, mais bon, c'est génial, mais tu pourras jamais en fait intégrer un groupe de métal extrême si tu joues pas de la double. Donc en fait, il s'entraîne pendant des heures, et c'est là qu'on voit vraiment toute la détermination de ce mec, de Pete Sandoval, qui a passé, parce que entre le moment où il intègre Morbid Angel et où ils enregistrent le premier album, il n'y a pas énormément de temps. Et tu vois déjà le niveau qu'il a à la double pédale à cette époque, qui est quand même vraiment très bon. C'est un mec qui s'est entraîné. J'avais lu des interviews dans Batteur Magazine où il disait qu'il finissait des fois en pleurs, et David Vincent dit qu'il l'a retrouvé une fois dans la cave où il s'entraînait. D'ailleurs, il y a des images sur YouTube dans l'espèce de garage où il répétait à l'époque. Il l'avait retrouvé quasiment inanimé dans une flaque de sueur, à bout de force. Et David Vincent était rentré, Sandoval avait dit, oh ben, putain, excuse-moi mec, je m'y remets de suite. Et ils sont tous comme ça dans le groupe. C'est vraiment un groupe qui rentre, David Vincent dit, on rentrait en guerre. On était dans Morbid Angel, donc ce groupe de métal extrême, on rentrait en guerre contre le monde. Et c'est des mecs qui ont à l'époque un niveau technique qui est très très bon, vraiment au-dessus des autres groupes de death metal de l'époque. D'ailleurs, Pete Sandoval pendant longtemps a été considéré comme le meilleur batteur de death metal de la planète. Trey Azagtot, c'est un guitariste qui est incroyablement talentueux, incroyablement créatif, très technique. Et Vincent, lui, il arrive, c'est un peu le chef d'orchestre, il écoute un petit peu tout ce que fait tout le monde pour que tout soit bien en place, et puis il a quand même un sacré niveau à la basse, puis cette voix, et ils arrivent, ils partent en tournée, donc ils sont tous en plus intéressés par l'occultisme, par l'ésotérisme, ils partent dans un bus qui repeigne aux couleurs de Morbid Angel, il y a des flingues, il y a des livres sur l'occultisme, Azagtot, il fait des rituels occultes avant de monter sur scène, en se scarifiant, en se taillant. C'est vraiment un groupe de fous furieux qui arpentent les États-Unis, qui arpentent la scène. D'ailleurs, à un moment, il explique quand il se fout arrêter par des flics, en fait, qui trouvent des flingues, des livres sur le sataniste, à une époque où il y avait de gros problèmes avec les sectes, et notamment des sectes sataniques, donc ils ont eu des gros problèmes à de nombreux moments. Il y a même un moment où ils ont fini en cabane, et donc il raconte tout ça. Donc, et vraiment, c'est un groupe qui prend petit à petit de l'amplitude et de l'envergure. Alors évidemment, ils sont de Tampa, donc ils connaissent Chuck Schuldiner, même avant le succès de Death, il les connaît, il va à la plage avec eux, ils connaissent tout le monde, ils correspondent avec Matt Cavalera, avec des mecs à l'Europe et tout. Donc dès les premiers temps où donc ils sont signés chez E-Wretch, donc ils arrivent grâce notamment à Napalm Death, et c'est marrant de voir que tous ces groupes-là, à l'époque, donc Ball Thrower, Napalm Death, qui sont plutôt des groupes qui penchent à gauche, ils sont quand même super potes avec les mecs de Morbid. Il y a des tableaux, des plateaux, où il y a Ball Thrower, Carcass, Napalm, Morbid, Entombed, mais des affiches de rêve. Il raconte aussi qu'il y a des fois à Tampa des soirées où tu as Obituary, Cannibal, Morbid, tous jouent en fait dehors de la même date. Mais le truc, en plus à l'époque où ils étaient jeunes, donc je vous raconte pas le carnage que ça devait être. Et il y a vraiment une solidarité. Il y a vraiment une solidarité entre tous ces groupes de death metal. Ils sont tous plus ou moins en train de même si évidemment il y a quand même une petite compétition, mais ils sont pas à se tirer dans les pattes, ils sont plutôt à s'encourager, ils sont plutôt à s'entraider. Et Morbid Angel, eux c'est vrai qu'ils ont un niveau créatif, ils enchaînent donc Altar of Madness, Bless of the Sick et Covenant, donc qui est l'album de death metal qui s'est le plus vendu de tous les temps. Et donc là ils arrivent à une espèce de pic créatif et un pic de maîtrise technique.
musique, et c'est là qu'il tourne le clip de God of Emptiness. Et c'est là que commencent à arriver certains événements un petit peu compliqués dans la vie de David Vincent, c'est-à-dire que, et il l'explique très bien, et c'est là où on voit que c'est quand même quelqu'un de particulier. Il dit, au départ, quand on était sur les premières tournées du groupe, sur Altar ou sur la tournée Bless of the Sick, du coup, on avait envie de bouffer le monde. On n'avait pas tout le temps un confort extraordinaire dans le tourbus. Enfin, il y avait toujours un truc contre lequel on pouvait se rebeller, un truc contre quoi on pouvait se mettre en colère. Avec Covenant, et notamment après avec Domination aussi, l'album qui arrive après, un certain confort arrive, le succès arrive, donc reconnu par la presse musicale, par tout le monde, donc il y avait moins de raisons légitimes de se mettre en colère. Pourtant, David Vincent, il disait, en qualité de frontman, quand j'arrivais sur scène, il fallait que j'ai la haine, il fallait que je me comporte comme devait être le chanteur de Morbid Angel. Donc du coup, il fallait que je trouve des choses contre lesquelles m'énerver. Donc ça pouvait être, j'arrivais pour un concert, le catering, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je prenais le plateau, j'allais dans le couloir et je le balançais, plutôt que de dire je veux pas manger ça. Quelqu'un m'énervait, je lui disais clairement, t'es un bouffon, ou je pense pas comme toi, va te faire foutre, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content, on se fout sur la gueule, je te tape dessus. Il raconte qu'à un moment, il commençait à faire de la muscu et qu'il commençait à prendre des stéroïdes. Donc le mec, ça commençait à plus tourner très rond dans sa tête. Et qu'à un moment, il était avec sa femme, donc Jen, des Jenny Tortureurs, et un mec qui avait fait une queue de poisson en bagnole. Il l'avait pris en chasse en plein Tampa, et qu'il était parti pour le tuer. Et que sa femme, elle se disait, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber. Et il disait à cette époque-là, donc je croyais avoir un comportement extrême, et je croyais que c'était lié, que c'était le mode de vie qui convenait à Morbid Angel, mais en fait j'étais juste un gros connard. Et donc c'est quand même bien qu'ils le disent, parce qu'il traîne quand même cette réputation à cette époque-là, dans les interviews, je vous le disais au départ, il traînait cette réputation d'homme un petit peu à deux visages, donc c'était un petit peu tout l'un ou tout l'autre. Si ça se passait bien, ça se passait mal, ça se passait très mal. Donc il commence à y avoir des tensions, donc backstage, tout ça, on commence à raconter que c'est un brave connard. Les tensions dans le groupe sont de plus en plus importantes. Avec Domination, ça prend, alors le succès, il y a encore plus de succès, et là ça prend vraiment des proportions qui sont alarmantes, et il décide de quitter le groupe. Un soir, voilà, il dit j'en ai parlé à personne, j'en avais parlé au guitariste, Gunther, et il se barre. Il retourne chez lui dans la Cambrousse, et il devient taxi. Donc, alors il devient taxi parce qu'il se dit, j'ai vraiment été trop loin, c'est trop autodestructeur le comportement que j'ai pour moi, pour les autres, il faut que je suive une thérapie. Mais un peu à la manière de Sigmund, il se fait sa thérapie tout seul. Donc, il devient chauffeur taxi pour retourner dans une certaine forme de réalité, pour remettre les pieds sur terre, et pour revoir un petit peu, il l'explique lui-même, comment les gens, en fait, ils sont un petit peu dans la vraie vie. Et il se met en retrait et il écoute. Et il dit qu'il rencontre des gens d'horizons différents et que ça lui permet de revenir sur certaines idées reçues qu'il avait et de certaines représentations. Et à ce moment-là, il dit qu'il découvre aussi, qu'il prend conscience qu'il a des tocs. Et que si un truc est à une place, il ne faut pas que ça bouge, sinon il va le faire. Le principe des mecs, les troubles obsessionnels compulsifs. Et qu'il a aussi un déficit de l'attention. Donc il switch. Il va fixer sur un truc, il va switcher sur autre chose, il va le faire, il va oublier ce qu'il était fait précédemment. C'est quelque chose qui est assez handicapant dans la vie de tous les jours. Il explique par exemple que quand il va à un concert, il regarde le show et il est concentré à fond dessus. S'il y a quelqu'un qui vient pour lui, David Vincent, tu peux prendre une photo avec moi, ça le perturbe et ça peut éventuellement l'énerver. Donc du coup, il dit qu'il va au concert toujours accompagné pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse un petit peu venir... pas le protéger, mais venir un petit peu déjouer les moments comme ça pour venir dire attends, mais regarde le truc, tu te verras après, etc. etc. Donc il explique tout ça et il fait, tu vois que quand même c'est quelqu'un qui a une philosophie assez particulière parce que vraiment il fait un travail sur... Et donc à cette époque-là, il lit beaucoup, il fait des choses différentes, il voyage, il fait de la moto, il rentre dans son trip un petit peu, il est chez lui à la Cambrousse, donc il va dans la forêt, etc. etc. Et puis
À un moment, on lui propose de venir faire quelque chose avec Morbid, donc il le fait. Et puis c'est un gros succès. Fait toute une partie des gens qui ont pu découvrir Morbid Angel à une époque, qui les ont pas vus ensemble sur scène, ont envie de voir vraiment ce Morbid de jusqu'à Domination. Parce que il dit, d'ailleurs, je trouvais ça assez sympa, il dit, à partir du moment où j'ai plus été dans le groupe, donc j'ai écouté les albums Formulas Fatales to the Flesh ou Getaways, et il dit, il y a vraiment de très bonnes choses. Alors, ce sont des albums très différents de ce qu'on avait pu faire auparavant quand j'étais dans le groupe, mais ce sont des albums avec Steve Tucker qui sont vraiment, vraiment excellents. Et donc, il tourne un petit peu, il se rabiboche un petit peu, donc c'est gros succès, donc tout le monde, voilà, Morbid avec David Vincent, incroyable. Et ils partent donc sur l'idée d'un nouvel album de Morbid Angel, donc avec donc leur fameux album controversé, Illud. Alors, la manière dont il en parle, il dit que c'est beaucoup Trey Azagtot qui arrivait avec ce délire un petit peu électro, un petit peu dubstep, et que lui, alors il raconte, d'ailleurs ça c'est assez pénible, c'était l'époque où il y avait Pete Sandoval qui avait de graves problèmes de dos, et il raconte en fait cette période où il essayait de jouer, mais vraiment il faisait une répète avec eux, il s'arrêtait toujours avant la fin parce que il n'y arrivait pas, il foutait 2 jours à se remettre, et en fait il dit, David Vincent, ouais, on était là, on disait non mais Pete, ça va aller, ouais, c'est juste aujourd'hui, t'es pas dans les bonnes, tu repose-toi un peu, ouais, va faire un peu de kiné. Puis ils voyaient bien tous, même les rodis disaient, laissez tomber, vous voyez bien qu'il se fait du mal, il n'y arrive plus, vous allez vraiment le bousiller. Et à un moment, il y a un Pete Sandoval, il leur dit, mais ouais, j'ai vu un docteur, si je continue, je finis sur un fauteuil roulant. Donc ils s'arrêtent, donc c'est un petit peu, c'est compliqué quand même pour eux, parce que c'était vraiment le batteur avec qui ils avaient commencé, puis bon, Pete Sandoval c'est pas non plus n'importe qui, donc il y a Tim Young qui arrive à la place, et donc il commence la composition de cet album. Et donc il explique, en gros David Vincent il dit que lui il a essayé un petit peu de faire, que Azagtot est arrivé avec sa vision, une vision assez particulière, il disait qu'il avait beaucoup de mal en fait à expliquer vraiment ce qu'ils voulaient faire, qu'il y avait des démos qui étaient très électro, qui les ont retravaillés, avec des morceaux comme Too Extreme ou comme d'autres, qui les ont retravaillés pour que ça donne en fait ce que ça donnait, qu'ils se sont dit finalement, bah tu veux partir dans un truc de complètement différent, tu veux partir dans un truc extrême, ok, on est Morbid Angel, on a toujours fait des trucs différents, on y va, hein, on n'en a rien à battre, ça plaît pas, on y va. Donc ils y vont, c'est compliqué, et puis ben, l'album, il est à l'époque, je me souviens, le foin, j'étais dans VS Webzine à l'époque, il y avait Tonton, le chroniqueur, qui avait fait une excellente chronique de cet album. Lui, c'était un fan de la première heure de Morbid Angel. Fait, lui, ça, il n'avait pas du tout apprécié. Et moi, au départ, j'étais là, oh putain, c'est de la merde. Et puis je l'ai réécouté, après coup, je l'ai réécouté. Et franchement, c'est un album qui est bien loin d'être aussi mauvais que ce qu'on peut le dire. Alors, mettons de côté les quelques élucubrations un petit peu électro, dubstep, ou je sais pas trop, voilà, qui sont, c'est vrai, pas hyper aboutis. Après, le reste, t'as des morceaux qui sont vraiment sympas. Et surtout, moi, quand je lis ça, alors David Vincent, il dit, voilà, ça s'est passé comme ça, j'assume cet album, j'assume ma participation, j'assume ça. Est-ce que les autres musiciens qui ont participé à cet album l'assument de la même manière? Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que après le Azagtot, après, donc, qui est arrivé avec Kingdom Disdain, qui est un album que j'ai vraiment pas aimé. Ça, je trouve que c'est plutôt un album... un mauvais album de Morbid Angel, parce qu'ils reviennent avec une forme... Alors, ils arrivent en montrant les muscles, c'est vraiment un album hyper brutal, et je trouve que ça manque de nuances, il n'y a pas cette magie. Moi, je me souviens quand j'étais ado, que j'écoutais Morbid Angel au casque, mais il y avait des moments, j'avais l'impression qu'il y avait une présence maléfique autour de moi, il y avait ces interludes qui étaient comme ça, qui étaient extrêmement menaçants, ça faisait un groupe malsain, malaisant, c'est pour ça que Morbid Angel, c'était unique, il dégageait un truc d'extrêmement fort, et presque d'épidermique, de viscéral, et sur le dernier,
t'as pas du tout ça. T'as un groupe qui essaie, un groupe de darons du death metal, qui essaie de rattraper les jeunes qui maintenant jouent à des vitesses phénoménales, en oubliant que c'est eux, que sans eux, il n'y aurait rien. Et que c'est eux, en fait, ils ne sont jamais aussi bons que quand ils restent eux-mêmes, et pas quand ils essaient de courir après leur jeunesse qui de toute façon n'existe plus. Donc je préfère 1000 fois un album comme Elude, où les mecs ils prennent des risques, et tu te dis, en plus quand tu lis le truc de Vincent, tu te dis c'était sincère, c'était pas pour faire de la thune, contrairement à ce que certains ont dit, commercial et tout le bordel, ça a été un suicide commercial, au contraire, mais ça a été sincère. Morbid Angel, ça n'a jamais été un groupe dont la trajectoire a été linéaire, comme tant de groupes de death metal qui, on ne cite pas des noms parce que je pense que les exemples vous viennent de toute façon de manière assez évidente, mais c'est un groupe qui a pris des risques. C'est un groupe qui a pris des risques, et un groupe qui prend des risques, c'est un groupe qui m'apparaît, en tout cas moi, toujours plus sincère qu'un groupe qui reste comme ça, à ne jamais rien changer. Et donc il explique tout ça, donc il explique donc la tournée des 30 ans de Covenant, donc de la manière dont ça se termine, de la manière dont tu comprends que ça se finit pas bien, et qu'ils ont plus, même avec Pete Sandoval, alors récemment ils se sont rabibochés, David Vincent et Pete Sandoval, parce qu'apparemment ils vont tourner avec I Am Morbid ensemble, je pense que j'y serai. Mais avec Ray Azagtot, c'est apparemment plus compliqué. Donc ça se termine comme ça, et il est quand même assez assagi à la fin, David Vincent, et il livre plein d'interprétations, plein de fruits de ses réflexions sur plein de choses. Alors ça va être sur la politique, ça va être sur le survivalisme, ça va être sur une certaine conception de l'écologie, une certaine conception de la manière de se comporter par rapport aux autres, de la religion, parce qu'effectivement au départ, Azagtot disait, celui qui est le plus braqué contre la religion et contre la chrétienté, c'est de loin David qui est le plus braqué contre ça. D'ailleurs, après, il disait à Azagtot, ouais, mais on n'a jamais été anti-chrétien, on était anti-chrétienté. Ouais, tu parles, je me souviens moi de trucs, ils étaient extrêmement hostiles. Et il explique tout ça, en fait, Vincent, comment il a évolué par rapport à la question, comment au départ, il était quand il rencontrait un chrétien, il pouvait se montrer assez agressif. Quand il rencontre son idole Alice Cooper, Alice Cooper lui dit, ouais, mais je connais ton groupe, c'est vous qui menacez de tuer des chrétiens, pourquoi vous commencez pas par moi? Et Vincent, il s'écrase un peu, parce que il est ultra fan d'Alice Cooper, et il dit non, en disant, bon, non, c'est pas mes idées, toi, t'as ta conception de la religion, moi j'ai la mienne, voilà, je suis avant tout un grand fan de... Donc le mec, quand même, il évolue, il progresse, donc il est très influencé par la philosophie d'Anton LaVey. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans les lyrics de Morbid Angel, qui a vraiment cette idée d'autodétermination, et surtout, c'est toi, en tant que personne, qui te fixe tes propres règles et tes propres lois, et tu les mets au curseur, en fait, ces lois de ce que tu détermines comme étant le bien ou le mal. Et suivant si t'es tordu ou pas, évidemment, ce genre de questions, ça peut amener très loin. Donc il parle de tout ça, de ce rapport à la religion, du fait que pour lui, être morbide, être en quelque sorte son personnage dans Morbid Angel, ce qu'il a toujours essayé de dire, c'est cette espèce de force qu'on doit avoir, de croire en soi, et de aller vers son objectif, et d'essayer d'avoir une vie la plus heureuse possible, et la plus en lien avec ce qu'on croit à l'intérieur de soi. Et au final, les derniers messages, les dernières pages de ce livre, ce sont vraiment des pages extrêmement positives, extrêmement portées sur la découverte, le partage, ne pas être fermé d'esprit. Il dit que les voyages l'ont beaucoup construit, que ça l'a beaucoup aidé à progresser. On comprend, parce que déjà dans les interviews des années 90, tu comprenais qu'il fallait lire un petit peu entre les lignes avec David Vincent, et qu'il fallait majorer de manière exponentielle quand il te disait j'étais un petit peu irascible en tournée. Ouais, il te fallait exposant 2-3 il devait être véritablement intenable. Donc tu comprends qu'à certains moments, quand il dit qu'il a eu des difficultés, qu'il était certainement dans des phases dépressives, très dépressives, et quand il se montrait agressif avec son entourage, il devait l'être beaucoup. Donc tu comprends que ça a été très très compliqué pour lui à une époque. D'ailleurs, tu vois qu'il a des troubles au niveau du comportement qui ont dû lui pourrir la vie pendant longtemps, et que il a essayé lui-même de combattre tout ça et de s'en sortir.
Alors à l'heure actuelle, c'est toujours quelqu'un qui a cette aura un petit peu de soufre, cette aura un petit peu de personnage. Tu sais pas trop s'il va te serrer la main ou t'en coller une, mais malgré tout. Le message, au final, qu'il livre est un message extrêmement positif. Et je me rappelle et on va terminer là-dessus, à l'époque, dans le magazine Hard & Heavy, il y avait une rubrique qui s'appelait And Justice for All, où il venait poser des questions un petit peu controversées à des musiciens. Il y avait Mike Muir qui y avait eu droit, alors qu'il y avait plein de musiciens qui s'y prêtaient avec joie, d'autres avec qui c'était un petit peu plus compliqué. Je crois qu'il y avait le mec de Skid Row, Sébastien Bach, qui avait refusé. Et là, ils avaient posé des questions à David Vincent, ils avaient posé plusieurs questions, et il y a beaucoup en fait d'éléments où il donne des réponses dans ce livre. Il y avait notamment les remixes de Leibar. Ils avaient demandé à Leibar de leur faire des remixes. D'ailleurs, où c'est qu'il est mon petit Leibar? On en parlera un petit peu un jour de celui-là, de ce bout. Enfin, il faut quand même se le manger. Mais voilà, mais David Vincent avait compris un petit peu à l'époque que Leibar, derrière les provocations, ils étaient décrits comme un groupe ultranationaliste slovène par le journaliste de Hard & Heavy, et c'était pas évident à des moments, à cette époque-là avec Leibar, de déterminer à des moments si c'était un groupe de véritables fachos ou de mecs qui jouaient un petit peu avec les symboles, avec le mouvement NSK, fait tout ce qu'ils ont fait, hein, qui était vraiment difficile à décrypter, mais qui est qui était véritablement passionnant. Lui avait déjà vu tout ça d'un œil assez avisé, et à plein de moments, voilà, il regarde le milieu artistique d'un œil assez ouvert et assez avisé, notamment quand il parle de la country ou d'autres styles musicaux. Enfin, ça montre que c'est quand même quelqu'un pour qui la passion de la musique n'était pas surfaite, et qu'il a vraiment, avec ce qu'il a fait dans son groupe de country avec Morbid ou avec Vultimas, il a vraiment essayé de proposer quelque chose qui reflétait ce qu'il avait à l'intérieur, et ce qu'il avait à l'intérieur, il a essayé de le réfléchir, il a essayé de le construire, et il a essayé de nous en livrer le meilleur. Donc I Am Morbid, l'autobiographie de David Vincent. À l'époque, il y avait Emilien, donc le boss des éditions des Flammes Noires, quand il m'a dit qu'il allait la sortir en français, moi j'étais comme un ouf. Et lui, c'est plutôt un blaqueux, donc je disais, mais tu réalises pas, David Vincent, qui, pour les gars de ma génération qui ont écouté du métal extrême, qui c'est ce mec? Qu'est-ce qu'il représente, ce mec, pour tous les gars qui ont écouté du métal extrême au milieu des années 90? Mais c'est vraiment... Enfin, je me souviens quand j'écoutais Hate Work sur Domination, fait, tu te disais, mais ce mec, c'est le diable en personne, quoi. Il te glaçait le sang, quoi. Donc, effectivement, et puis ces interviews... Enfin, vraiment, j'ai vraiment surkiffé. Je suis vraiment content que cette autobiographie soit disponible en français pour qu'on puisse un petit peu mieux comprendre ce personnage complexe qu'est David Vincent. Donc vous l'aurez compris, I Am Morbid, un bouquin que je vous conseille 1000 fois. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition, et surtout en attendant, n'oubliez pas... Lisez, bande de salles. Drinking with the devil. Drinking with the devil.